Du début d'après-midi avec ce panel 6 métiers de l'IT, des talents de plus en plus rares. Comme vous le savez tous, nombre d'entreprises aujourd'hui dans le secteur des TIC souffrent d'une rareté des profils très recherchés dans des spécialités bien précises et des segments bien précis. Le constat est unanime et nous avons reçu un certain nombre aujourd'hui de personnes qui vont tout simplement témoigner et nous raconter tous ces éléments-là. Et voici le panel 6. Nous recevons Jafar Louaï, Hashmi Ben Ali, Farah Bachir Bacha, Adel Amalou et Fatiha Zeroudi. Je vous en prie, messieurs, dames. Très bien. Donc, nous avons avec nous Jafar Louaï, qui est General Manager et cofondateur d'Emploitic, Hashmi Ben Ali, CEO de CM Consulting, Farah Bachir Bacha, directrice générale d'Adaming Algérie, également avec nous Fatiha Zeroudi, qui est CEO de C-Save Consulting, et Adel Amalou, cofondateur de IncubMe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet à la fois simple, mais délicat. N'est-ce pas? Parce qu'il s'agira effectivement de vos propres expériences en la matière. Alors, premier tour de table sur cette question délicate à aborder, comme je le disais. Quelles sont déjà vos premières impressions dès qu'on vous parle de cette problématique des profils IT de plus en plus rares en milieu d'entreprise, et principalement dans le secteur de l'IT? Hashmi Ben Ali me sourit avec des... Non, mais moi je commence par les femmes. Honneur aux femmes d'abord. Après nous. Alors, Fatiha Zeroudi ou Farah Bachir Bacha, je vous en prie. Ben écoutez, déjà, je tenais à vous remercier pour l'invitation. Je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Et pour répondre à cette première question, effectivement, il y a un déficit et il y a une pénurie dans ce secteur, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en prend de plus en plus conscience. Un petit problème technique, je pense. On en prend de plus en plus conscience parce qu'il y a eu une accélération de la digitalisation, notamment liée à la crise sanitaire. Je pense que ça a mis vraiment un pied à l'étrier et du coup, on ressent un peu plus la pénurie. Mais il faut savoir que dans le monde, il y a plus de 3,5 millions de postes à pourvoir et là, véritablement, il y a une véritable urgence d'agir dans ce sens et comprendre le pourquoi et le comment. Alors déjà, vous pouvez choisir, chacun aborde cette thématique avec l'angle qui l'intéresse. Il y a un micro qui fait du bruit. Bon, on va finir par le découvrir. Alors, sous quel angle décidez-vous d'aborder cette thématique des métiers de l'IT? On va continuer avec les dames, bien sûr. Bonjour Ahmed, merci pour cette invitation. Le plaisir est pour nous. Et puis bonjour honorable assistance, merci d'être là, surtout parce que c'est une question qui est très importante à aborder effectivement. Moi je vais me positionner comme la solution. D'accord. À la problématique, ou du moins un acteur qui propose des solutions à la problématique. C'est vrai qu'on n'apporte pas toutes les solutions, mais on essaye quand même de pallier à cette problématique avec des solutions qui sont à notre portée et pour lequel on a réalisé un business model prêt à agir sur cette question. Très bien. Et bien maintenant, honneur aux messieurs. Hashmi Ben Ali. Ah bah, bon alors, Hashmi veut intervenir en dernier, on a compris. Adel. Je vais intervenir, pas de souci. C'est difficile de modérer un événement où on n'a que des amis autour. Même pour moi, le modérateur, c'est difficile. Hein. Alors, je pense que cette problématique, elle n'est pas qu'une problématique algérienne, mais elle est une problématique plus mondiale. Aujourd'hui, le profil IT, on va dire en général, c'est un métier
qui a une durée de vie, donc c'est un métier qui est un peu fatigant parce qu'on est devant des écrans, mais aussi c'est un métier que beaucoup de pays ils ont une pénurie dans cette spécialité, et du coup donc nous on est au début de la chaîne, on est un pays qui forme, mais pas un pays aujourd'hui, je pense, qui produit. Donc aujourd'hui, on va dire, on peut parler sur les jeunes qui sont dans ce secteur. Il leur faut des projets qui sont prometteurs, qui peuvent y aller, se projeter sur ces projets-là, et aussi les moyens. Aussi, il y a les moyens, donc tout ce qui est rémunération. Aujourd'hui, ces métiers-là sont très fortement rémunérés ailleurs, et c'est pour ça que la jeunesse, on va dire qu'elle est très rare aujourd'hui sur cette partie-là, et que tout le monde cherche ces métiers. Mais pas qu'en Algérie, cette problématique. Donc il y a une rareté en Algérie. Donc on va dire, si on parle de l'Afrique, l'Afrique déverse ses talents vers l'Europe. Et même les Européens, ils ont une pénurie, qui repartent vers d'autres pays, comme soit les États-Unis ou bien l'Amérique du Nord. Voilà. Très bien. Loay, comment vous décidez d'attaquer cette problématique? C'est tellement énorme, je pense que mes confrères ont tout dit, honnêtement. Là, au niveau d'Emploitic, ce qu'on remarque, c'est que tous nos clients souffrent. Nous, en tant qu'entreprise, nous souffrons, et que c'est une problématique mondiale, et c'est le marché mondial. Donc je pense qu'on ne peut pas résoudre le problème avec le prisme Algérie uniquement. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vue 360. Donc moi, si tu permets, je me positionnerai peut-être plutôt sur les parties solutions, parce que le constat est là, et que c'est le même pour toutes les entreprises et pour tous les pays. Je vais faire court, parce que je sais que le Hachmi veut prendre la parole. Ah oui. Donc plus vite je me tais, plus vite il en parle. C'est une thématique qui lui tient à cœur. Je ne suis pas un expert en la matière, sauf que je vis ce que vous racontez, et c'est quelque chose qui m'anime. C'est du quotidien, c'est une réalité, c'est une problématique internationale. Sauf quand on regarde la problématique internationale, nous, on est en tant qu'entreprise, on est désarmés. On est désarmés face à des pays comme l'Allemagne, comme la France. Aujourd'hui, la France a 700 000 besoins d'ingénieurs d'ici 2030, avec des politiques d'emploi attrayantes. Voilà. Nous, on n'a pas ça aujourd'hui, malheureusement. Donc, le vrai problème, il est là. Le deuxième problème, c'est le marché aussi. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, on les voit. On a vécu 2 périodes. Moi, aujourd'hui, notre entreprise fête ses 20 ans. Ce mois de mars dernier, on a vécu 2 épisodes. Avant Covid, après Covid. Avant le Covid, on avait des gens qui restaient jusqu'à 15 ans, 16 ans. Aujourd'hui, les gens, ils sont 2-3 ans, ils partent. 2-3 ans, ils partent, bien que les anciens, ils restent, ils sont en train d'accompagner les nouveaux. C'est une nouvelle tendance. Alors, c'est quoi la configuration? Vous ramenez une jeune recrue, fraîchement sortie d'université. Aujourd'hui, on a pratiquement 90% de nos collaborateurs, c'est des jeunes qu'on forme. Vous les formez pendant 2-3 ans? Voilà. Pendant 2-3 ans, donc ils sont intégrés dans des projets, sauf que pour qu'ils puissent travailler sur des projets intéressants, sur des technologies intéressantes, nous, notamment, on travaille sur des outils internationaux, donc il y a de la demande aussi internationale. Il faut que ces projets-là soient nombreux. Il faut qu'il y ait une dynamique de marché pour que ces gens-là puissent rester au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis qu'ils vivent des expériences. Après, ils peuvent y aller ailleurs. C'est un choix normal. C'est des besoins naturels de bouger, sauf que notre marché n'est pas encore dynamique. Et on est au balbutiement de la numérisation. On n'est pas encore au stade de la France. Et le plus dur, c'est quand ils partent tous en même temps. Ça arrive parfois. Tous en même temps, non, mais on est dans des taux relativement pareils comme l'Europe. On est entre 15, 20, 25% de turnover annuel. Plutôt, on est entre 15 et 20. Moi, j'ai connu des entreprises, des confrères qui sont en France, qui ont eu 30% de turnover. Donc quelqu'un qui a 4000 salariés, 4000 collaborateurs, et puis chaque année, il doit changer 1200 ou 1500, il doit recruter. Même la fonction de recrutement aujourd'hui fait partie intégrante de notre métier. On doit constamment, le manager, il a des objectifs de recruter chaque année 20%, 25% des collaborateurs, parce qu'en prévision des départs
Alors, c'est un événement qu'on a intitulé, ou qu'on a décidé d'appeler CTO, justement pour essayer de regrouper toute cette communauté, DOSI, DSI, RSI, RSSI, Manager IT. Est-ce que finalement, aujourd'hui, ce sont des profils rares en entreprise? À un moment donné, il y en avait une profusion. On se rappelle de cette mode, vous voulez faire quoi plus tard, ingénieur en informatique, parce que le métier était garanti. Il y avait une période où c'était quasiment garanti d'avoir du travail lorsqu'on est informaticien. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est des profils recherchés? Adel? Oui. Ça dépend. Aujourd'hui, ces profils-là, c'est par rapport à la taille aussi de l'entreprise. Il y a des grandes entreprises que leur service, on va dire, informatique, pour parler en général, doit être structuré. Tout ce qui est sécurité et autres. Mais après, il y a d'autres entreprises qui sont en petite taille ou en moyenne taille, que soit ils essayent d'être en norme, soit ils essayent de délocaliser cette partie. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est comme des spécialités en médecine. Hein. Donc aujourd'hui, si on part sur la sécurité ou sur le développement ou sur l'architecture des solutions, c'est des spécialités. Aujourd'hui, un informaticien qui te dit que moi je maîtrise tout, c'est comme un généraliste en médecine. Je donne l'exemple à peu près. Hein. Donc, et du coup, pour avoir ces spécialités, il faut de l'expérience, il faut du vécu, il faut être à suivre l'actualité, les nouvelles technologies. Et quand on a un turnover qui est assez énorme, donc il y a beaucoup de départs, donc on a cette problématique d'avoir des gens qui sont assez expérimentés pour se spécialiser dans ces spécialités. Et c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, par exemple, à l'international, il y a une énorme demande sur la partie cybersécurité, tout ce qui est sécurité informatique. Et du coup, l'Algérie aujourd'hui, je parle de mes amis, c'est que on n'a pas encore cette culture de sécuriser nos solutions. Mais du coup, il faut que... Le problème qui se pose, c'est qu'il faut faire un constat. Et il faut tracer un plan pour essayer de réduire ces départs. Moi, par exemple, en 2021, j'ai eu à peu près 60% de départ de mes équipes, pas que en niveau IT. 60%. 60%. Ah, c'est considérable. Exact. Pourquoi? Et vous avez survécu, bravo. Hein. Ouais, bon, c'était dur. Mais le problème, c'est que, bon, quand on dit 60%, c'est 19 personnes. Hein, voilà. Moi, je suis D'accord, oui, mais quand même. On n'a pas des milliers de personnes. Mais bon, le problème qui se pose par rapport à ça, c'est que ces jeunes-là, j'ai fait quand même une étude avec eux. Pourquoi vous quittez? Et principalement, c'est le salaire, c'est les pas conditions? Vraiment. Non, pas du tout. Le point essentiel, c'est la qualité de vie. Quand je leur ai dit, les gars, parce que nous, au sein d'Incubmi, c'est comme une famille, hein, donc on discute sur tout, on règle les problèmes ensemble. Et du coup, je leur ai parlé, pourquoi vous quittez? Ils ont reçu des propositions de mes partenaires avec qui je travaille. Donc, souvent, les partenaires viennent piocher chez nous, mais pas grave. Mais en 2021, c'était la majorité, plutôt la totalité, qui ont quitté le pays, soit en Europe, soit en Amérique du Nord. Et quand je leur ai posé les questions, ce n'était pas ni le salaire, ni les projets, parce qu'on avait un plan de chasse qui était assez ambitieux. Hein, donc on partait sur de nouveaux marchés à l'international, mais c'était plutôt l'impact déjà du Covid. On avait les confinements et tout, donc les gens étaient crispés. Et aussi la qualité. Quand ils parlaient avec leurs amis qui étaient dans la même école, ils leur disaient que voilà, moi je sors après le travail, je pars en terrasse. Il y a une activité after work. Exact. C'est une autre vie après le travail. Tout à fait le cas chez nous. Exact. Et c'était plus ça. Aujourd'hui, le jeune, quand il lui dit que voilà, moi j'ai acheté, après une année de travail, j'achète une voiture, je loue ma maison, je voyage 2-3-4 fois par an. Plus après, il y a le salaire qui vient en deuxième, troisième position. Donc c'est plutôt les aspects sociaux de manière générale. Exact. C'est ça le truc.
Ok. De témoignages dans ce sens? Comment peut-on expliquer aujourd'hui cette rareté des profils IT, on va dire? Oui, Fatiha. Merci. Alors moi, je dirais que je rejoins ce que vous disiez, c'est que c'est très important. Moi, je dirais que c'est plutôt la culture d'entreprise et la valorisation des profils qui va permettre. Je ne vais pas répondre vraiment à ta question, Ahmed, mais je vais y revenir. C'est la culture de l'entreprise, la valorisation de ses talents. Et effectivement, oui, il y a une question de salaire qui se pose. Parce que moi, par exemple, ma boîte, c'est une boîte française. On évolue en Europe. Et pour garder ces profils, il y a toujours un turnover. Mais ce turnover-là, il est quand même limité dans l'Hexagone et ils ne partent pas à l'étranger. Il y a beaucoup de sous-traitance, etc. Donc c'est vrai qu'il faut qu'une culture d'entreprise qui va pouvoir les garder. Il faut qu'il y ait une empreinte bienveillante, comme il disait, une sorte de famille, il faut qu'il y ait un point d'attache. Maintenant, ça ne garantit pas que les profils ne partent pas, qu'ils n'évoluent pas dans d'autres secteurs. Et c'est aussi une stratégie pour ces profils-là qui changent de boîte pour aussi revaloriser leur salaire. C'est une bonne manière aussi de faire des gaps salariales. Et je dirais aussi que c'est par rapport à ces profils que tu disais, RSSI, CTO, DSI, c'est aussi l'évolution. Moi, je suis dans le secteur de la cybersécurité. Donc c'est un secteur qui est assez pointu et c'est très difficile de trouver des experts dans ce secteur-là qui soient compétents, qui aient de l'expérience, qui peuvent gérer des projets assez énormes. Mais pour autant, il faut aussi apprendre à faire de la transmission. Et ça, c'est notre responsabilité, nous, en tant que chef d'entreprise ou en tant que cadre dirigeant, c'est aussi de donner la chance aux jeunes et les leaders qui sont, les personnes qui ont plus d'expérience, c'est aussi de faire de la transmission de compétences, de donner la chance aux plus jeunes et aussi pour que y ait qui grandissent ensemble, en fait, tout simplement. D'accord. On peut ne pas être d'accord? Tout à fait. Très bien. Je pense que c'est l'objet du débat. Le micro? Oui. C'est suffisant. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que la culture d'entreprise est très importante. Mais moi, je peux témoigner que le Hashmi, il a une super culture d'entreprise. Alors, pardon, je suis désolé, je ne voulais pas dire... Non, j'ai bien compris. Je sais que ce n'était pas une critique de votre part, pas du tout. Je veux juste vous dire que c'est super important pour recruter et pour la productivité, mais ce n'est absolument pas suffisant pour bloquer le processus de départ. Parce que si vos équipes sont en Europe, vous répondez à la problématique de départ, qui est le cadre de vie. Donc c'est pour ça que je voulais juste revenir sur ça. Évidemment, on est d'accord, mais juste l'exemple que vous avez donné n'est malheureusement pas applicable pour les entreprises. Comparaison n'est pas raison dans le sens où... Voilà. Oui, après, c'est vrai que c'est le marché qui est différent. Ouais. Lui, il parlait du cadre de vie. Je suis complètement d'accord que les personnes veulent changer de cadre de vie, veulent une amélioration, etc. Mais pour autant... Moi, ce que je voulais vous dire, c'est juste que ces départs, c'est une vague monumentale. Et les vagues, on ne les affronte pas, on surfe dessus. Vous les subissez surtout. Exactement. Et on peut surfer. Et donc la façon avec laquelle le Hashmi, donc CM Consulting et nous surfons dessus, je pense que c'est le même cas des entreprises qui sont en Algérie, c'est former, recruter des jeunes et accepter ce surcoût qui, de toute façon, devrait intégrer nos process. Aujourd'hui, ce n'est même plus un surcoût, nous faisons avec. Et en réalité, je ne sais pas si tu vas poser la question plus tard, parce qu'à un certain moment, il faut qu'on trouve des solutions. Aujourd'hui, on a des solutions individuelles, mais ce qu'il faudrait, c'est des solutions collectives. Et, parce que chacun seul dans son endroit, honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse avancer. Alors là, Loaï parlait de la vague, vous avez surfé dessus, vous l'avez reçu en plein visage. Comment ça s'est passé avec la vague? En fait, on a des planches, on arrive à, on arrive à surfer. C'est pour ça qu'on est là depuis 20 ans. Donc c'est pas... Mais c'est vrai que le contexte de madame, en fait, il est un peu particulier. Nous, on y travaille aujourd'hui. Malheureusement, la réglementation ne nous permet pas aujourd'hui de faire ce que vous faites vous. Quand vous venez une entreprise de l'étranger s'installer en Algérie, vous avez une filiale qui est dépendante avec une liaison capitalistique. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le droit de le faire. Mais on est assez intelligent, assez ce qu'il faut pour le faire.
Mais la législation algérienne ne le permet pas. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, demain, créer une filiale en France, créer une filiale à Dubaï, au Canada, je suis ambitieux, je peux le faire, mais capitalistiquement, je ne peux pas le faire. Et c'est un frein. C'est un frein. C'est un vrai frein. Oui, oui. En même temps, c'est une part de la solution. Parce que les gens, ils aspirent à changer. Ça, on est dans l'informatique, même en Europe aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas être salariés. De plus en plus de jeunes qui ne veulent pas être salariés. Ils veulent être à la maison, ils veulent ceci, ils veulent cela. Donc on doit s'adapter à ce contexte. Sauf que nous, on est un peu menottés du point de vue réglementaire. Du point de vue réglementaire, je pense qu'on a le mérite d'exister jusqu'à maintenant 20 ans. Contre vents et marées. Contre vents et marées. Et puis on arrive à pratiquer la planche à voile maintenant. Mais je pense qu'il y a de l'espoir aujourd'hui quand on entend la réglementation est en train d'évoluer. Est en train d'évoluer, notamment l'Algérie qui a ouvert des banques au Sénégal, au Mali, bientôt à Paris. Je pense que ça va se régler, on pourra le faire et on va accompagner ces jeunes-là qui ont cette aspiration. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai un tiers de mon chiffre d'affaires que je fais en France, à partir d'ici. Donc sur des technologies sur lesquelles on travaille. Donc à un certain moment, je peux facilement placer mes collaborateurs en France, en Europe et tout. Et ça permet de perpétuer leur présence chez nous. S'ils font 3 ans ici, ils vont faire 3 ans avec moi en France, ils vont faire 3 ans à Dubaï, ils vont faire 3 ans au Canada. Dans la même filiale. Dans la même filiale. Je les ai en moins pour une dizaine d'années, j'aurai amorti mes investissements et tout. C'est bien comme technique ça, l'HMI. Hein. C'est vraiment pas mal comme technique managériale, hein, créée comme ça un peu partout, comme ça, personne ne s'en va. Vous avez donné des idées à plein. Oui, Ahmed, Farah. c'est-à-dire nous, on intervient un petit peu dans cette sphère, hein, parce qu'effectivement, on est aussi un groupe français, mais on est là justement pour créer ce vivier, pour fabriquer de la ressource de manière constante. C'est-à-dire qu'on est là pour suivre le marché. On peut comprendre qu'au bout d'un moment, à partir du moment où la personne a fait ses 2-3 ans, qu'elle puisse avoir envie de partir. Nous, effectivement, en tant que groupe français, on va un petit peu encourager la mobilité interne pour qu'on puisse garder cette ressource dans le groupe, mais ce n'est pas exclu qu'elle parte ailleurs aussi, hein. Et c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de compréhensible, que l'on comprend aussi, et c'est pour ça que Adamig, aujourd'hui, elle est un peu au cœur de cette transformation numérique, où on est là pour accompagner ces intégrateurs, comme toi, la HMI, sur justement cette évolution. Et l'évolution, elle demande de la ressource. Aujourd'hui, on est peut-être sur des sujets bien précis. On parle beaucoup de cybersécurité parce qu'on est vraiment un peu loin par rapport à certains pays. Mais on peut avoir d'autres besoins demain. C'est-à-dire que nous, on essaye un petit peu de pallier à ces ressources-là où on va créer de la ressource de demain. Après, la ressource de demain, elle est en création constante, c'est-à-dire qu'on est là pour créer des promotions, créer de la ressource continuelle sur des sujets divers. Voilà. D'accord. Alors comment aujourd'hui on peut intéresser? Vous voulez rebondir sur un point avant de poser la prochaine question? En fait ce que fait Adamig aujourd'hui nous intéresse beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, ce que fait Adamig par exemple en France ou en Europe, il est accompagné par des politiques d'emploi. Ce n'est pas le cas chez nous. Adamig en France, quand elle recrute des gens, elle les forme pendant 3 mois ou 6 mois. Après, ils sont injectés dans les entreprises. Ils sont payés par l'État français. Ce n'est pas le cas ici chez nous. Oui. Chez nous, qui va payer ça? À un certain moment, pour former quelqu'un pendant 3 ans, 6 mois, c'est moi. Moi, je ne peux pas le faire. À ma taille, je ne peux pas le faire. Je peux former pour moi-même. Par contre, c'est de faire appel au pouvoir public, de travailler sur ces problématiques de conversion informatique, parce qu'aujourd'hui, les diplômés qui sont en train de sortir de l'université algérienne, il m'a semblé, il y a un mois, j'ai lu un article, parce que ça fait longtemps que je cherchais les statistiques, je n'ai pas trouvé. J'ai lu un article sur TSA qui parlait de 15 000 ingénieurs informaticiens qui sont diplômés chaque année en Algérie. Il y a une grosse partie qui partent. Quand on prend l'ENI, aujourd'hui, 80%, 85%, il y a des statistiques de l'ENI qui partent à l'étranger la première année. Et 97 ou 95, la deuxième année, ça veut dire le reste, il suit. On se pose la question, pourquoi l'État algérien? Pourquoi l'ENI existe? Pour l'Algérie, je dis. Pourquoi elle existe? Pourquoi tant de budget qui est affecté à cette école ou à d'autres écoles? Le directeur de l'ESI était assis ici même hier. On en a discuté avec lui. On en a discuté. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Sur les 15 000, combien il reste? Après, le marché, est-ce qu'il absorbe la totalité ou pas? Après, on peut rentrer aussi dans la spécialisation dont tu as parlé tout à l'heure. Les universités aujourd'hui, elles restent généralistes.
Ça veut dire qu'on forme un ingénieur informatique, on a 2 ou 3 spécialités, de grandes spécialités. Le reste, il faudra travailler avec des entreprises comme Adaming, voire sur des spécialisations. L'université doit aussi évoluer. Justement, là, Hachmi, c'est un peu notre savoir-faire aujourd'hui parce que, effectivement, on parle de peut-être 15 000, je n'ai pas encore le chiffre exact, mais nous, on essaye d'intervenir justement. On a des conventions pratiquement avec 60% des universités en Algérie où on est là pour accompagner ces jeunes diplômés qui sont perdus, qui n'ont pas d'orientation, qui ne savent pas vers quel métier ils veulent aller, ils ne connaissent pas le marché. Donc nous, on intervient parce qu'on leur explique qu'il y a des besoins bien précis, sur des domaines bien précis. On les prend, on les recrute, on leur offre un salaire, on leur fait confiance, on les accompagne grâce à des formateurs experts, grâce à nos responsables pédagogiques qui sont là pour suivre l'évolution des compétences de ces jeunes. Et à l'issue de la formation, on les met à disposition de nos clients. Ça, nous, on est tout petits aujourd'hui. Mais l'ambition, justement, c'est de pouvoir s'implanter partout, parce qu'on est sur l'Algérois aujourd'hui, mais il y a tout autant de besoins en dehors d'Alger, où on peut créer de la ressource qui peut justement intervenir sur un tas de sujets. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas de support ni de l'État. J'en parlais encore hier à quelqu'un qui fait partie du gouvernement. Je leur ai dit, il me dit c'est magnifique ce que vous faites. Mais je lui dis oui, c'est bien, mais aidez-nous. Jusqu'à quand je vais aller sur un modèle investissement? Parce qu'aujourd'hui, c'est du pur investissement. Les formations, on les paye, les employés, on les paye nous, c'est-à-dire on supporte tout ce budget, mais je ne peux pas créer 50 employés par an, c'est pas possible. Donc je dois quand même former, placer, c'est-à-dire il y aura toujours cet aspect-là d'insécurité, parce que je ne sais pas déjà si je vais pouvoir les placer. Nous, on forme, mais l'idée, c'est justement que les entreprises viennent vers nous, qu'ils expriment leurs besoins, qu'ils nous expliquent qu'ils ont des besoins sur un tel ou tel sujet, et nous, on vient en support pour aider ces entreprises-là à mener leurs projets et décider, et à aider les donneurs d'ordre à aboutir au projet. Alors, comment doit-on les intéresser, ces managers IT, de manière globale en entreprise? Bon, on va pas parler des after-work, de la vie sociale, de l'extérieur, tout ça, on va mettre ça de côté, mais au moins déjà au sein de l'entreprise, pour qu'il n'y ait pas ce turnover et pour que ce manager IT décide de rester. Qu'est-ce qu'on doit lui procurer, finalement? Bon, c'est assez vaste, mais on ne parle pas de salaire. On parle pas de salaire. Très, très dur, parce que ça va être compliqué, on le sait tous, qu'aujourd'hui ça va être compliqué. Il faut faire une décision. Je pense... Pour être franc, peut-être que les jeunes vont se dire qu'ils vont me détester par rapport à ça, mais si on voit par rapport à l'intérêt du pays, aujourd'hui, il faut prendre des décisions politiques par rapport à ça. Aujourd'hui, la partie IT, on peut la considérer comme c'est des jeunes talents. Moi, je peux dire, si j'ai une proposition à faire, ça va être une proposition un petit peu radicale, mais tout le monde va trouver son intérêt dedans, soit le jeune, l'État ou l'entreprise. Il est en train de rigoler parce que c'est normal. Il la connaît, la solution? Non, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme une guerre internationale de ces jeunes talents. C'est une guerre. Exact. Donc moi, s'il y a un modèle qu'on peut dupliquer sur ça, moi qui étais sportif avant d'être entrepreneur, je connais très bien ça. Vous n'êtes pas sportif aujourd'hui, c'est dommage. Non, j'étais un sportif d'élite. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, je pense que le meilleur modèle qu'il faut dupliquer sur ça, c'est par rapport aux footballeurs professionnels. Aujourd'hui, l'Algérie, je ne sais pas, on peut faire des calculs. S'il y a le jeune informaticien, il a une vingtaine d'années d'études, c'est énormément d'argent investi. S'il part chez le Hachmi, il va faire 3-4 ans d'expérience, donc il va apprendre. Et après, un jour, il part en Europe ou ailleurs, sans rien. Et donc aujourd'hui, on peut faire des contrats bien définis. C'est là où l'État peut intervenir. Intervient. Voilà. Donc si vous intégrez cette spécialité, par exemple l'école supérieure d'informatique, où vous vous engagez,
à être exact, travailler en Algérie, mais si un grand groupe s'intéresse à votre profil, il achète votre libération comme le Barça ou le PSG achète la libération d'un joueur. Et c'est là où tout le monde est gagnant. L'Algérie, elle gagne parce que c'est un investissement, donc il y a un retour sur investissement. L'entreprise qui a fait le premier pas, donc elle gagne, donc elle a un revenu. Aujourd'hui aussi... C'est un peu le modèle chinois, à un moment donné. La Chine interdisait à Oui. ses cadres de quitter le pays. Ils sont revenus sur cette décision. C'est compliqué. Non, parce qu'elle l'interdisait. Ouais. Donc là, ce n'est pas une interdiction, c'est un contrat qu'on signe. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez sur une autre spécialité. Voilà. Mais dès votre formation, vous vous engagez sur, comme le footballeur, hein, quand il fait ses sélections, il rentre dans une école de formation, et si l'école de formation il signe un contrat professionnel, et s'il part dans un grand club, automatiquement, l'école qu'il a formée, elle va être gagnante, et le club qui lui a donné la chance de jouer des matchs, il gagne aussi. C'est un peu Et comme le service public pour un médecin avant de s'installer. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une décision que je pense que l'Algérie, elle doit prendre. Parce que si on n'arrête pas ça, ça ne va pas s'arrêter. Ça continue. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, en 2020-2021, le seul visa qui était autorisé, c'est le visa d'études. Toutes les frontières fermées, les consulats fermés, sauf le visa d'études. Et vous pensez que ça, c'est normal? Donc, je pense qu'il faut prendre cette décision. Et même les jeunes, ils sont contents. Ils vont être contents par rapport à ça. D'accord. Hachmi ou Louaï pour cette idée? Il me fait rappeler le service national des médecins. C'est ça, le service civil. Ça ressemble un peu à ça. C'est vrai que c'est une piste à laquelle il faut réfléchir. En fait, nous, dans le cadre du GAN, du groupement algérien des acteurs de numérique, on a travaillé sur cette problématique-là et on a soumis des propositions à l'État. En fait, d'aller en amont. Ça veut dire au niveau des universités, de mettre en place des contrats d'alternance avec des entreprises, notamment de l'IT, ce qu'on cherche, des Master 1, Master 2, qui peuvent travailler 4 jours chez nous et 2 jours plutôt au niveau de l'université pendant les 2 ans. Ça nous permet, nous, en tant qu'entreprise, déjà d'avoir de la ressource stable pendant 2 ans, malgré qu'elle est à 60-70% du présence. On avait proposé à l'État, aujourd'hui, vous donnez 15 000 dinars d'allocation de chômage, donnez ces 15 000 dinars à cet étudiant-là, et nous, on lui rajoute 15 000 dinars. Ça veut dire qu'il aura un pré-salaire pendant les 2 ans. Après les 2 ans, on passera sur un modèle de contrat premier embauche que nous, on s'engage à prendre la totalité de ceux qu'on a pris en tant qu'alternance. Et l'État aussi doit aussi mettre la main à la poche comme nous. Ça veut dire que l'ingénieur, quand il va sortir le Master 2, après les 2 années, l'État va mettre 40 000 dinars, nous on mettrait 40 000 dinars. Ça veut dire qu'il aura un salaire de 80 000 dinars la première année, et puis il va augmenter sur les 3 ans. Moi je pense qu'autour de 5 ans, on aura déjà récolté quelque chose. On aura un retour d'investissement. Et après, s'il voudra partir, il pourra partir parce qu'il sera, comment dirais-je, le RUI il sera déjà là. Et nous, on aura bénéficié de ses compétences, on aura délivré des projets avec, lui, il aura de l'expertise et ainsi de suite. Parfait. Alors, un dernier point, il y a une question, celle de la salle, mais sinon, hey, si tu veux, la salle, parce qu'il y a une question. Alors, nous avons déjà un frein par rapport au recrutement national. Le bureau de main-d'œuvre, le candidat doit s'inscrire dans la même commune de l'entreprise. La prise en charge des collaborateurs se fait rarement dans le nord, contrairement au sud. Qu'en pensez-vous? C'est assez global comme intervention. Vous avez la solution? Moi, j'ai trouvé la solution, je passe par Emploitique. Donc, ça coûte de l'argent, ça a un prix, hein, mais le prix des parce qu'Emploitique, avec Emploi Partenaire, avec d'autres, aujourd'hui, ils sont aussi des agences de placement qui sont autorisées par l'État. Et puis, on paye 5 000 dinars par annonce, et le lendemain, le gars, il est recruté, on n'a pas à attendre à subir la bureaucratie. C'est efficace, c'est rapide. Bien sûr, c'est efficace, ça fait partie, ça fait travailler l'écosystème, et c'est comme ça. Hein. Après, la Hachmi, ce que je tiens à préciser aussi, que là, on parle de recrutement.
Mais il y a aussi, on parle de projets aussi. Les projets, ils ont une durée déterminée. C'est-à-dire que vous démarrez un projet peut-être d'installation de ERP vous allez faire des prévisions sur 1 an, vous vous dites dans 1 an, je suis censé avoir livré. Est-ce que vous pensez que c'est rentable pour vous de recruter des gens qui vont rester 1 an sur un projet et qui vont peut-être partir après? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pas ça. Il n'y a pas qu'un projet. Hein. Nous, aujourd'hui, on est 60 collaborateurs. On a des prévisions de doubler l'effectif d'ici la fin de l'année avec le plan de charge qui nous attend. Dieu merci que les 4 années qu'on a connues, 2019, 2020, 2021, 2022, on va dire de disette et de décroissance, ça veut dire que ça va donner une croissance qui va, je pense, qui va y aller sur 3-4 années aujourd'hui. Donc les perspectives sont là. Le gars quand il viendra pas pour une année. D'accord. Hein, je vous le dis. Alors, j'ai une toute dernière question, et j'espère qu'on ne va pas me traiter de misogyne. La difficulté de l'IT femme en Algérie par rapport à la culture. Visiblement, il y a plus d'hommes que de femmes. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un changement démographique profond. D'accord. D'abord, les femmes sont plus nombreuses à avoir le bac. Ça a toujours été le cas, quasiment. À y réussir à l'université. Et elles sont de plus en plus nombreuses à choisir terminer leurs études, parce que c'est à tous les étages, et y compris dans les métiers d'ingénierie. Allez-y, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qu'il y a 10 ans. Et c'est le fait de ce changement démographique. Nous, dans l'entreprise, on a, je pense, près de la moitié de nos ingénieurs, c'est des femmes. Et l'Algérie a le taux d'ingénieurs femmes le plus élevé dans le monde, avec 40%. Là, je parle de tout type d'ingénieurs, pas d'ingénieurs informatiques. Donc, je pense que c'est une véritable force. Je ne le verrai pas comme un problème. Mais dans l'IT, précisément. Je pense que la personne peut-être parle avec une perspective d'il y a 10 ans. Je dis aujourd'hui, ça a changé. Allez voir l'ESI, allez voir Polytechnique, allez voir les écoles d'ingénieurs en général. Il y a beaucoup plus de femmes qu'il y a 10 ans. Très bien. La personne qui a posé cette question, je l'inviterai à consulter les stats. L'ESI publie tous les 2 ans des stats, et donc à voir. Ça a beaucoup changé. Parfait, merci beaucoup. Si je peux me permettre, oui, pardon, Fatiha. le mot de la fin, c'est la meilleure façon pour les femmes, c'est d'avoir une représentativité. Et c'est pour ça que nous, on est là. C'est pour aussi montrer le chemin aux autres femmes, de se dire, bon, bah, si elles sont là, si elles ont pu le faire, nous aussi, on peut le faire. Donc c'est aussi ça. Il faut aussi laisser la place aux femmes de pouvoir s'exprimer dans ce type de manifestations pour qu'elles puissent aussi nous rejoindre et qu'on soit de plus en plus nombreuses. Et d'ailleurs qu'on dépasse les 50%. Parfait. En tout cas, on a des femmes dans tous les panels et ça nous fait toujours autant plaisir de vous recevoir. Merci à vous. La Hachmi. Justement, même notre panel aujourd'hui, il est quand même à 40% de femmes, 41%, ce qui est représentatif. 2 sur 5. Moi, je dirais... Dans mon entreprise aujourd'hui, sur les 3-4 années, on voit la progression de la présence féminine au niveau des profils IT. Chaque année, le 8 mars, on célèbre nos femmes, donc nos collaboratrices. L'année dernière, on était à 30%. Cette année, on est à 43%. Et je pense que l'année prochaine, on va dépasser les 50%. Et c'est un choix naturel. Ce n'est pas une discrimination positive. C'est un choix naturel. Entre nous, elles sont plus sérieuses. Elles sont plus fidèles. Bah voilà, c'est ça la solution. Non. Le travail, je pense que, on va dire, à armes égales, aux compétences égales. Et si elles changent au moins, elles vous donnent le temps, elles vous préviennent à l'avance. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'on a moins de turnover. Aujourd'hui, il faut reconnaître, on est quand même une société, on est en crèche traditionnelle, on a moins de turnover chez les femmes que chez les garçons. Bien qu'il existe aussi chez les femmes, il y a de l'ambition, il y a celles qui veulent partir en France aussi ou à l'étranger et tout. Mais on a remarqué cette tendance, d'ailleurs comme disait Loé, ça vient de la fac. Parce que la fac aujourd'hui, les sections produit plus, il y a plus de diplômés femmes que de... Absolument. Merci à toutes et à tous, vous pouvez applaudir ce panel 6, métier de l'IT. Merci à vous.